Bien, bonsoir à toutes et tous. Merci pour votre présence ici et ailleurs, ici dans cet amphi à Strasbourg et ailleurs de par le monde pour ce cycle de conférences Big Names, Big Ideas in IP que je suis très heureux de pouvoir continuer, qui avait été à l'initiative du professeur Pierre-Emmanuel Moïse lorsqu'il était venu nous voir en octobre-novembre à Strasbourg. On avait eu des discussions avec l'université McGill, avec ses collègues, les jeunes chercheurs, et je suis très heureux de pouvoir continuer ces discussions avec finalement une idée simple, mais peut-être les meilleures idées sont les plus simples, c'est de donner carte blanche à une personnalité, quelqu'un qui compte dans le domaine de la propriété intellectuelle. Donc, je n'aurai pas grand-chose, on n'a pas de programme scientifique. Cédric Manara, que je vais très brièvement vous présenter, c'est une vieille connaissance, mais je ne vais pas trop m'appesantir là-dessus parce que ça ne nous rajeunit pas. Il est Head of Copyright chez Google. Il était à l'EDEC, il était professeur à l'EDEC auparavant. Peut-être qu'il se présentera beaucoup plus précisément que je ne le fais moi-même, pour ensuite tout de suite vous dire que ce qu'il va dire, c'est à titre uniquement personnel aujourd'hui. Voilà, donc simplement, qu'est-ce que je peux vous dire sur... à part que je suis très heureux d'avoir Cédric et qu'on est sur un format un petit peu différent des précédents, on était totalement en ligne, et que là, Cédric, il nous fait l'amitié de venir à Strasbourg, et donc on va être sur un format un petit peu plus long, parce qu'une demi-heure tout compris, pour 4 heures de TGV, c'est voilà, bon. Et 3 heures d'installation Windows. Et de questions techniques à installer pour que tout fonctionne correctement. Donc, on va prendre un peu plus notre temps que les fois précédentes. Mais bon, voilà, l'idée, c'est d'avoir une présentation et puis un échange. Je peux dire simplement un mot sur ce qui sera dit ce soir. J'ai un seul indice, c'est l'intitulé que Cédric nous a proposé, Le tout petit en pays. Alors, c'est sans doute un bon titre parce que ça interroge. On se dit, bon, il vient de chez Google, il nous dit le tout petit, alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, moi je me suis dit, il doit y avoir un jeu de mots, il vous dira, hein, on n'a pas parlé avant. Hein. Mais alors, le tout petit en pays, alors le tout petit en pi, mais en pi c'est infini après la virgule, ou petit à petit l'oiseau fait son nid, ou alors on est toujours petit mais par rapport à quelqu'un d'autre. Alors, je pense qu'on parlera surtout de copyright, de droit d'auteur ce soir, mais moi, je me suis amusé à regarder sur la base de données brevet EspaceNet européenne. Bon, vous tapez Google, vous avez 22 000 réponses, donc c'est pas rien. Mais bon, quand vous tapez IBM, vous en avez 5-6 fois plus, donc finalement, c'est petit. Bon, voilà, donc, ladies and gentlemen, Cédric Manara, tout petit, en pays. Merci encore, Cédric, pour ta présence. Merci, Franck, et merci au CEPI pour l'organisation et l'invitation, très aimable. Bonsoir à tous et bonjour le monde. Quand Stéphanie Carr a eu que je salue en ligne, en fait, m'a aimablement invité, elle m'a dit on a ce cycle, en fait, Big Names, Big Ideas in IP. Et bon, je ne cache pas que j'étais flatté, mais en même temps, ma modestie naturelle me gênait un peu parce que en fait, je me suis dit, est-ce que vraiment moi je suis un big name en fait, des big names en propriété intellectuelle, il y en a quelques-uns que j'aimerais citer d'ailleurs pour commencer, Mark Lemley, Pierre-Yves Gauthier, ou encore Bert Hugonot. Ça c'est vraiment des gens que vous devriez inviter. Je ne suis pas sûr en fait qu'il faudrait m'inviter moi. En revanche, donc du coup le big en fait me gêne un peu. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, mais comment, en fait, je peux prendre le contre-pied de ça? Et c'est de là que vient cette idée, en fait, de parler du tout petit. Le tout petit, c'est moi, Franck. Je suis un nain de la propriété intellectuelle. Je ne sais pas du tout ce que je fais dans ce cycle. Je voulais profiter... en fait, j'avais plusieurs idées quand Stéphanie m'a proposé. J'ai choisi celle-là parce qu'elle va me permettre aussi, en fait, de revenir sur des choses que j'ai apprises en propriété intellectuelle dans ma carrière académique précédente. J'ai été longtemps enseignant-chercheur.
J'ai encore un orteil dans le monde académique, c'est pour ça que j'ai plaisir à être là. Depuis bientôt 9 ans, je suis juriste d'entreprise. J'ai appris des choses que je n'ai pas trouvées dans les manuels. J'ai appris des choses que je n'ai pas trouvées dans les traités. Et c'est de ça dont je voulais parler pour donc ce thème, le tout petit en propriété intellectuelle. Malgré les allusions nombreuses de Franck à Google dans l'introduction, je voudrais redire que j'interviens à titre personnel. Certes, je l'ai dit, en fait, les choses dont je vais parler sont… En fait, la pratique m'a informé, en tout cas, j'ai appris des choses par ma pratique des dernières années en entreprise, et donc ça nourrit aussi ma réflexion. Mais vraiment, en fait, c'est un propos personnel. Je vais le dire 2 fois, hein, parce qu'après, ce sera sur YouTube. Et même si c'est sur YouTube qui appartient à Google, en fait, c'est toujours des propos personnels. J'ajouterai aussi que ceci n'est pas une leçon de régrégation, malgré le titre très attrape-tout. C'est vraiment des propos libres sur un sujet. Alors, quel est-il ce sujet, Franck? Le tout petit, alors c'est bien d'avoir fait des recherches. C'est vrai qu'on parle parfois du petit en propriété intellectuelle. Les nanotechnologies, les semi-conducteurs, ce sont des objets microscopiques ou minuscules qui sont évoqués comme objets de propriété industrielle. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. En fait, si vous faites des recherches dans le code de la propriété intellectuelle en France, vous allez trouver parfois l'emploi du mot petit. Alors, les petits agriculteurs, dans la section sur les semences végétales, qui font l'objet en fait, d'un droit de propriété, les petits envois dans la section sur la contrefaçon, et puis, par une addition récente, c'est l'article 17 de la directive de 2019 qui a été transposé en France. Je reviendrai sur cet article 17 très commenté, qui a ajouté les petites entreprises comme lieu d'exemption en fait, de cet article. J'en parlerai plus tard. Mais donc, en tout cas, il y a très peu d'attention portée par les textes à ce qui est petit, en tout cas en France. Et puis, il y a quand même, en fait, si on cherche le terme bref, on ne trouve pas. Et si on cherche l'adjectif, le synonyme court, on le trouve. En fait, c'est le fameux court dans l'article sur l'exception de citation. Et maintenant, le très court dans les droits voisins pour la presse, dont je parlerai un petit peu. Forcément, c'est l'actualité. Donc voilà, c'est un objet, parfois, c'est pas un sujet, et c'est vraiment des petits en fait, dont je voudrais parler. Dire en fait que dans les marges du droit de la propriété intellectuelle, il y a des petites fissures, il y a des crevasses en fait, dans lesquelles on tombe parfois certains acteurs, en fait, les petits créateurs, les petits candidats à la marque. C'est de eux dont je vais parler en premier. Et donc, ils sont à la fois à la marge du droit de la propriété intellectuelle, et ils sont à la fois marginaux parce qu'ils ne font pas l'objet des politiques de propriété intellectuelle. Et en même temps, en fait, finalement, le fil directeur de mon propos, c'est aussi de regarder à la lumière des phénomènes, des nouveaux usages qu'on observe au XXIe siècle, notamment en fait, sur Internet, en fait, se dire que les règles qui ont été façonnées progressivement à partir de la fin du XIXe siècle ont peut-être été faites pour une catégorie d'acteurs qui ne sont plus l'ensemble en fait, de ces acteurs que l'on trouve aujourd'hui en ligne, les petits créateurs notamment. Donc, c'est de ça dont je voudrais parler, encore une fois, sans en faire une leçon d'agrégation. Donc, mon introduction sera courte. Je nourrirai ma présentation d'exemples, soit de mon activité pratique ancienne. Quand j'étais enseignant-chercheur, j'étais aussi consultant, j'en reparlerai. Aujourd'hui encore, j'observe les mêmes choses. Et puis, j'ai aussi j'ai travaillé à ma thèse, par exemple, sur les noms de domaine, et je vais revenir sur les noms de domaine pour commencer. Ce sera mon premier point. Enfin bref, je vais aussi faire une espèce de synthèse de ma trop longue carrière. J'ai bien compris ton allusion, Franck, quand tu as parlé de vieux. J'accepte, j'avoue, et je confesse en fait que on vient de loin. Je ne pense pas que les jeunes que je vois dans l'amphi, en fait, savent ce que c'est qu'un nom de domaine. Par exemple, tout le monde en fait accède à Internet par des apps. Donc, le nom de domaine, ça reste quelque chose en fait, qui est déjà daté. Bref, j'ai travaillé à différentes périodes de ma vie sur les noms de domaine, sur les marques, sur le droit d'auteur. Et donc, je vais essayer de mélanger tout ça en fait, pour parler de ces petits acteurs, ces petits objets que j'ai pu voir au cours de mon activité. Encore une fois, je voulais parler de choses qu'on ne trouve pas dans les manuels. Je commence par les noms de domaine qui sont
Des petites choses. Et pourquoi c'est des petites choses? Très pompeusement, commençons par cette citation de Marx, qui n'est pas du tout une façon d'orienter en fait, la présentation. Cette citation de Marx se trouve en tête de l'ouvrage d'Edward Said, dont vous voyez ici la couverture originale. Edward Said, c'est un professeur de littérature comparée, dont l'ouvrage a été sous-titré en France « L'Orient vu par l'Occident ». Et dans cet ouvrage, Edward Said dit en fait, toute la littérature du XVIIIe, du XIXe siècle sur le Moyen-Orient, elle a été faite par des Occidentaux qui allaient là-bas et qui racontaient ce qu'ils voyaient. Et toutes les représentations au Moyen-Orient sont faites par des Occidentaux, sont faites par des gens qui ne comprennent pas, sont faites par des personnes qui décrivent ce qu'il y a, mais qui ne donnent pas la voix aux Orientaux. Et Edward Said prend par exemple comme illustration un ouvrage de Flaubert où il décrit une courtisane égyptienne, et Flaubert dit c'est curieux, elle ne parle pas. Elle ne parle pas parce qu'elle est impressionnée par le mâle, par le blanc qui est là, par le puissant qui est là, c'est pour ça qu'elle ne parle pas. Et du coup, lui parle d'elle. Et vous allez me dire quel est le lien avec les noms de domaine? Quand les noms de domaine sont apparus dans la sphère de la propriété industrielle, l'essentiel de la littérature, voire la totalité de la littérature, c'était justement la littérature comme se dire les marques c'est ça, et les noms de domaine en fait ont été envisagés au travers du prisme des marques. Et si je prends ici différents titres de publications qu'on a vus à l'époque, c'était les noms de domaine contre les marques, c'était les conflits entre les noms de domaine et les marques, c'était les trublions. C'était ces nouveaux acteurs en fait, qui n'avaient pas la voix et qu'on envisageait au travers d'un prisme d'un droit de propriété industrielle existant, alors qu'ils auraient pu avoir leur propre existence. Donc, il y a de ça, en fait, dans l'approche qui est la mienne, consiste à dire, mais quand quelque chose de nouveau apparaît, est-ce qu'il faut forcément plaquer il faut plaquer à ce phénomène nouveau un prisme existant? J'en suis pas certain. Ça, c'est très théorique et c'est pas de ça, en fait, dont je voulais parler pour commencer. C'est plutôt de parler de ces petits acteurs qui ont enregistré dans le domaine. Voici Monsieur Uzi Nissan. Il est là sur la photo. Uzi Nissan, c'est un Américain qui vend des ordinateurs. Et comme il s'appelle Nissan et que sa société s'appelle Nissan, il a enregistré le nom de domaine nissan.com. Or, la société Nissan, qui construit des automobiles, considère que c'est une atteinte à sa marque. Alors, heureusement, lui avait les moyens de se défendre, en tout cas a été soutenu notamment par Public Citizen, par on va dire un cabinet d'avocats spécialisé dans la défense en fait, de l'intérêt général. Et son affaire, qui est allée jusqu'au port de la Cour suprême, la Cour suprême n'avait pas voulu examiner le recours, mais quand même, on est allé jusqu'en appel, ce qui veut dire que c'est extrêmement cher pour défendre un nom de domaine. Un nom de domaine, ça coûte à peu près $10. Et il a fallu qu'il défende le droit à enregistrer son propre nom parce que Nissan le revendiquait, alors qu'il ne faisait que l'utiliser pour des ordinateurs, ce que ne vend pas la société Nissan. Monsieur Nissan est mort l'année dernière du Covid. C'est sur sa page Wikipédia. C'est pas mon propos. C'est pour dire en fait que voilà, ça c'était la page il y a une quinzaine d'années. Ça c'est la page cette semaine. Il est toujours marqué, il y a toujours un traumatisme de cette affaire. Il a gagné. Mon propos c'est de dire que pour un qui gagne, en fait, combien ont perdu? C'est les États-Unis. Partons en France. Paul Dell, c'est un Britannique qui vit en France, qui fait des designs de sites web. Et il l'appelle de son nom, Dell Websites. Et la société Dell, qui fait d'ordinateurs, dit ça devrait être à nous. À l'époque, j'avais été choqué de cette affaire. J'avais écrit une opinion pro bono pour le défendeur, pour M. Paul Dell, en disant il a le droit de s'appeler comme ça. Il a le droit. Et l'affaire s'est arrêtée là. Je ne pense pas que c'est lié à mon opinion. Mais quand même, ça montre que lui, il a bien voulu se défendre, qu'il a mis les moyens pour se défendre, en tout cas. Et je voudrais aussi souligner quelque chose, en fait, que j'ai mis en rouge sur la diapo. La décision qui le concerne est inédite. J'en parlerai parce que ça a aussi, en fait, son importance sur la construction du droit en la matière.
Troisième exemple, regardez bien en fait cette image, elle est tirée de la page d'accueil du site de Madame Milka B. B, c'est l'initiale de son nom de famille, qui est couturière et dont l'activité, c'est la couture. Milka, elle se dit, bah, pour mon activité de couture, je vais enregistrer mon prénom, Milka, milka.fr. Qu'est-ce qui se passe? Elle est attaquée en justice par un géant de l'alimentation et le tribunal donne raison à la société qui utilise la marque Milka pour des chocolats en disant que même si elle s'appelle Milka, bah, rien ne justifiait qu'elle s'appelle Milka. Je vous laisse apprécier le raisonnement du tribunal, de la cour d'appel, pardon. Donc, je m'appelle Milka, j'enregistre mon nom pour une activité de couture. Gros risque de confusion avec la vache mauve, hein, quand même. Et la cour d'appel, en fait, va jusqu'à dire, en fait, non, elle n'aurait pas dû choisir ce signe-là. Et même si le nom était libre, elle n'aurait pas dû l'enregistrer. Pour tous ceux qui sont ici, qui vont consacrer leur carrière à la propriété industrielle, pensez-y, en fait, dites-vous que chaque fois qu'il y a un nouvel objet qui apparaît, en fait, il ne faudrait pas que les règles anciennes s'appliquent à lui, sinon on empêche aussi l'innovation. Warner Bros. Va faire une série de films sur Harry Potter, acquiert auprès de J.K. Rowling les droits sur l'œuvre, et ces droits incluent la possibilité pour Warner Bros. De déposer les marques des personnages. Warner Bros. Dépose les marques Harry Potter notamment, ou les marques des lieux, et ensuite on voit 55 lettres recommandées à Catherine, 15 ans, qui adore Harry Potter et qui a fait un guide, à Sung, 12 ans, qui vit à Singapour, qui adore Harry Potter et qui a fait aussi en fait un forum, à des frères jumeaux, à Tom qui a 13 ans, et même à Lindsay qui a 12 ans, et quand elle reçoit un courrier, elle tombe en larmes. Elle tombe en larmes, elle adore Harry Potter, on lui dit « tu ne peux pas parler d'Harry Potter en ligne ». Bon, là, on a un petit peu avancé dans le temps. Et le fait que les journalistes se sont emparés de l'affaire, et aussi le fait qu'il y a eu un activiste qui a créé un site qui s'appelle Potterware, en fait, qui a regroupé toutes ces attaques, on va dire, en fait, a fait que Warner Bros. S'est dit, bon, on est peut-être allé un petit peu trop loin, on va faire marche arrière. Ça n'a pas été le cas de tous. Quand des ingénieurs ou des graphistes, pardon, j'aurais peut-être mettre ingénieur sur la diapo ici, choisissent de s'appeler Tupperweb pour discuter en ligne et qui reçoivent un courrier de Tupperware en disant « mais vous ne devriez pas faire ça », eux ils disent « on arrête, on va enregistrer Knet à la place ». Est-ce qu'ils auraient dû? Est-ce qu'ils n'auraient pas dû? À la différence des précédents, ils ne choisissent pas d'investir ou de dépenser beaucoup d'argent dans une action en justice. Il n'y a pas non plus d'intérêt médiatique pour l'affaire. Il laisse tomber le nom de domaine. Donc, Tupperweb devient juste d'un clic, en fait, finalement, la propriété de Tupperware. Et puis, voici quelqu'un qui s'appelle William Porter. C'est un Américain. Il doit aller dans un pays d'Orient pour un mariage. Et il vole avec Alitalia, et il a une correspondance à Milan. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ont une correspondance à Milan. Vous vous souvenez quand on voyageait si vous avez une correspondance à Milan avec Alitalia, votre bagage il est forcément retardé. C'est comme ça. Et donc, j'ai eu la même maison que lui. Je suis allé à un mariage en Roumanie, où aussi, en fait, mon bagage a été retardé. Lui, il a un mariage où il avait son smoking dans sa valise, et il a dû se rendre au mariage habillé en bas du pied, je présume. Il n'est pas content, il demande, en fait, il porte réclamation près d'Italia, qui fait la sourde oreille. Bref, il achète le nom de domaine alitaliasucks.com, où il publie sa lettre de réclamation. Et Alitalia en prend ombrage, décide de l'attaquer, et finalement, William Porta, il va gagner contre Alitalia parce qu'il est soutenu par Public Citizen, la même boutique dont je parlais tout à l'heure, et que Public Citizen s'est dit bon, là, en fait, on a vraiment, qui vraiment peut être induit en confusion par
l'ajout de sucks.com à la fin d'un nom de domaine? Personne. Et donc, en fait, ici, Alitalia s'est rendu compte qu'ils allaient trop loin dans la revendication et ils s'en sont tenus là. Ce que je voudrais dire ici, c'est que on a vu ici des gens qui ont été victorieux, en fait, pour lesquels voilà, le droit d'acheter un nom de domaine a été reconnu malgré une revendication de marque qui était peut-être un peu excessive. Combien de personnes ont perdu un nom auquel elles avaient pourtant le droit d'enregistrer? Je ne sais pas. Mais ce que je voudrais dire ici, c'est que c'est la surface émergée d'un phénomène plus large où pendant des années, on a vu des mails, simplement des mails combinatoires ou des lettres recommandées envoyées à des titulaires de noms de domaine qui avaient certainement le droit de l'enregistrer et d'exploiter et qui malgré tout ont préféré le laisser tomber parce qu'ils ont eu peur, parce qu'un titulaire de marque a émis une revendication. Et c'est mon premier point. L'idée que les petits acteurs peuvent avoir peur des plus gros et les noms de domaine, en fait, sont un premier exemple pour parler de cela. Ça fait partie de l'ensemble plus large des marques. Et dans les marques aussi, en fait, on va trouver les mêmes phénomènes. Le petit candidat à la marque est aussi en fait quelqu'un qui peut être, comment dirais-je, harcelé ou inquiété de déposer, quand il dépose un signe distinctif qui peut être réminiscent d'un autre. Avec Frédéric Glaise, l'auteur du Petit Musée des marques, qui est un ancien diplômé du CEPI, que je salue parce que je suis persuadé qu'il regardera cette vidéo. On s'était longtemps amusé du fait que quand la presse parle de ces histoires, elle utilise toujours la figure du pot de terre contre le pot de fer, hein, le petit candidat à la marque contre la grosse entreprise qui dit attention, vous ne pouvez pas déposer ce signe. Donc je reprends cette histoire. Des cas, en fait, il y en a beaucoup. Il y en a un dont j'ai eu la chance qu'il soit fortement documenté entre le moment où j'ai choisi ce sujet et aujourd'hui, c'est le cas d'Apple. Alors ici, en fait, on a une histoire déjà qui a 2 ans dans laquelle, en fait, des amateurs de la bicyclette en Allemagne veulent utiliser ce signe pour dénommer une route cyclable. Et Apple dit non, attention, non, ça c'est comme notre marque. Les histoires comme celle-là c'est rare qu'on soit au courant, sauf quand on est dans la pratique. Quand on est dans la pratique, on est tenu par le secret. Mais, coup de chance, il y a quelques jours, une organisation non lucrative américaine a publié un rapport complet sur les pratiques excessives d'Apple en matière de défense de sa marque. Voici par exemple, c'est pour ça que je parle de petits, mais on ne les voit pas les petits. Voici 2 demoiselles qui veulent enregistrer la marque Paper Apple, enfin qui l'ont fait d'ailleurs, pour les objets que vous voyez sur leur table et qui ont reçu un courrier d'Apple en disant attention, notre marque est si fortement protégée, si sacrée que vous ne devriez pas déposer le signe qui est ici. Autre exemple, Stéphanie Carlissi, qui est une interprète sur scène, s'appelle Frankie Pineapple, et elle a reçu un courrier d'Apple en disant il ne faut pas. Elle a accepté d'écouter le remarque et du coup, en fait, elle a dû changer la demande qu'elle avait faite auprès de l'Office d'enregistrement des marques aux États-Unis. Voici un ensemble de marques qu'Apple a visiblement avec succès bloqué à l'enregistrement. Ma préférée, c'est quand même Citrus, qui est quand même exceptionnel en fait. Mais bon, vous avez Apple qui dit une aubergine, attention, hein, c'est comme notre main. Au total, donc, le rapport en fait fait état de 279 situations dans lesquelles Apple envoie un dossier de 150 à 250 pages au candidat à la marque, rien qu'aux États-Unis sur 2 ans. C'est plus que l'ensemble de ses concurrents réunis sur la même période, 2 fois plus. C'est rare qu'on ait ce genre de documentation, mais je trouve ça important parce que ce qu'on ne voit pas ici, c'est justement la façon dont se crée aussi
l'étendue dont se crée le champ de protection d'un droit de propriété intellectuelle, il n'est pas seulement dans les textes, il est aussi dans l'assertion, dans les moyens que l'on met dans les revendications. Le New York Times, qui a couvert cette affaire, a dit en fait, voilà, Apple s'est attaqué à de nombreux acteurs qui sont infinitesimal in size, voilà, qui sont petits. C'est ça mon sujet, c'est de ça dont je veux vous parler, c'est ces petits acteurs-là. Donc c'est pour ça que j'ai repris cet extrait ici. Je vais peut-être... Ah oui, rares sont les études qui s'intéressent à ce sujet, c'est des études empiriques. Nous autres juristes, on est moins branchés études empiriques. Il y a au moins une étude qui a une dizaine d'années du Congrès américain, justement sur les pratiques qu'ils appellent overzealous, en fait, l'excès de zèle en matière de revendication des marques. Et ce rapport, en fait, constate qu'effectivement, il y a un déséquilibre entre les gros titulaires de droit qui ont les moyens de faire valoir leur vue et les petits candidats aux marques. Ce rapport, notamment, écrit pour 100 situations contentieuses ou pré-contentieuses, il y en a moins de 2 qui arrivent au tribunal, ce qui peut nous interroger sur la suite, en fait. Qu'est-ce qui se passe pour les 98 autres? Est-ce que les parties repartent amis? Est-ce que le petit candidat à la marque inquiété modifie le champ de son enregistrement? En tout cas, en fait, voilà, c'est intéressant d'avoir au moins un chiffre pour... c'est intéressant d'avoir un chiffre pour évoquer donc, la pratique. Et peut-être même que, par exemple, en fait, si je parlais de la Pierrade, marque dont j'ai toujours pas compris l'intérêt, c'est que c'est une marque déposée pour un service qui consiste en fait à protéger la marque. Je vais passer, mais si vous regardez le site de la Pierrade, en fait, ils sont très très portés sur la défense de leurs droits, et notamment, en fait, ils ont fait jusqu'à une copie du code Dalloz de la propriété industrielle pour bien mettre en exergue la décision qu'ils ont eue pour protéger leur marque. Ils sont très actifs. Une interview du directeur du cabinet de développement des inventions Bauduret, donc M. Joël Bauduret, a dit « Moi, je travaille avec des commerciaux, des étudiants, j'ai une personne à plein temps qui surveille tout ce qui se passe en fait sur le territoire français et en ligne. Et voilà, j'ai un réseau d'avocats, de conseillers, de juristes. Voilà, c'est rare qu'on ait comme ça en fait une connaissance plus fine en fait de la stratégie de défense. Et voilà, en fait, il y a des moyens. Et ces moyens sont allés jusqu'à, alors j'y crois toujours pas, hein, mais à aller jusqu'à attaquer Benabar pour l'emploi du terme la Pierrade dans une de ses chansons. Et attention, en fait, ça ne s'est pas terminé là. Un protocole a été signé pour préserver les droits de la marque Pierrade. Voici la chanson en question. Tu ne vas pas faire toute une histoire à cause d'une Pierrade? Bah si, visiblement. Une Pierrade, à quoi ça sert? Voilà, j'ai encore du mal à comprendre le point d'entrée en fait en droit des marques. Mais ici, en fait, on a aussi quelque chose en fait, qui permet de montrer comment le droit des marques peut éventuellement avoir un impact, je ne sais pas lequel précisément, parce qu'on ne sait pas ce qu'avant le protocole, en fait, sur la création artistique, ce qui est surtout ma transition vers le troisième point, le droit d'auteur, les petits créateurs, les petites créations. On a combien de temps là, Franck? Bon, je vais quand même assez vite, donc voilà, je pense que je sais plus. Bref, les petites choses en droit d'auteur, qu'est-ce que c'est? Les noms de personnages qui sont protégés, les titres qui peuvent l'être. Du temps que j'enseignais encore, j'utilisais, ah bah, du coup, là, la diapo, on ne va pas la voir, mais voilà, certains de ces titres sont protégés, d'autres pas. Mais comme j'ai converti les diapos en PDF, on ne saura pas lesquels. Mais voilà, il y a l'incertitude qui règne en matière de protection des titres. Charlie Hebdo l'est, le guide du consommateur vert l'est pas, les autres, j'ai oublié, écran noir l'est, quand on est protégé. Et donc voilà, dès qu'on est sur des petites choses, le droit d'auteur s'applique ou pas.
Mais c'est quand même en fait étonnant de voir qu'il y a toujours du contentieux autour de ça. Le tout dernier, c'est un contentieux tout récent entre deux membres du barreau, l'un illustre en fait qui avait publié il y a une vingtaine d'années un livre qui s'appelle L'avocature et qui a pris ombrage du fait qu'une autre avocate a publié elle aussi un livre dans lequel elle utilisait ce mot, dit moi j'ai un droit de propriété intellectuelle sur le terme l'avocature. Il n'a pas eu gain de cause et je ne sais pas vous, moi ça me fascine le fait qu'il puisse y avoir du contentieux sur une petite chose. Et peut-être que ça me fascine aussi parce que je travaille aujourd'hui dans une société américaine et qu'avec mes collègues américains dans mon équipe copyright, on compare régulièrement les règles juridiques d'un pays à l'autre. Et dans le droit américain, il y a une mention en fait, du petit, du short, et on ne peut pas enregistrer en droit d'auteur américain les mots ou les courtes phrases. Là, il y a clairement une interdiction. Et donc, on a une différenciation claire entre le droit français, par exemple, et le droit américain. Ça me permet de citer aussi, puisque voilà quelqu'un qui a à la fois un pied aux États-Unis et un pied en France, vous connaissez peut-être, c'est Justin Hughes, qui travaille beaucoup sur les relations entre les deux, et qui a écrit ce titre superbe, Size Matters or Should in Copyright Law, et qui dit en fait, voilà, à partir du moment où la propriété intellectuelle va jusqu'à revendiquer un droit sur un simple nom, sur quelque chose de tout petit, sur a small subset of numeric valuations, il y a peut-être en fait un excès de revendication. Et donc voilà, c'est ce genre de choses en fait auxquelles on ne réfléchit pas assez, mais sur la nécessité ou l'intérêt de protéger les toutes petites choses en tant qu'objet de droit d'auteur. Et là aussi, je trouve ça fascinant de voir qu'il n'y a pas si longtemps, un contentieux qui est terminé devant la grande chambre de la Cour de justice portait sur 2 secondes d'un échantillon de musique créé par le groupe Kraftwerk. 2 secondes. Une affaire concernant Google où le demandeur était un poète espagnol. Le poète espagnol se plaignait de l'apparition d'un extrait d'un vers, d'un poème, dans les résultats de recherche Google. L'affaire a fait les 3 étapes devant les tribunaux espagnols pour se terminer devant la Cour suprême. Décision rendue en faveur de Google, mais finalement, en fait, est-ce que c'est au juge qu'il appartient de régler son contentieux? On a un adage ancien du droit qui dit le juge ne devrait pas s'occuper des petites choses. Et pourtant, en droit d'auteur, c'est le cas. J'ajoute aussi que les petites choses, parfois, c'est utile en matière de contrefaçon. C'est une technique pour notamment détecter la copie. Par exemple, si vous êtes cartographe, vous mettez 1 ou 2 faux indices ou 1 ou 2 fausses indications dans une carte, et ça vous permettra de savoir qui a copié la carte parce que cette personne a recopié la chose. On a fait ça aussi pour les annuaires. On met des faux noms. Comme ça, en fait, ça permet de dire, regardez, il a repris la même chose. En fait, des sites de publication de paroles de musique mettent aussi en fait, des coquilles ou ce genre de choses pour pouvoir démontrer qu'ils ont été contrefaits. Les jeux vidéo ont parfois un luxe de détails et ils ajoutent également des éléments pour pouvoir, en fait, après, démasquer le contrefacteur. Donc là, en fait, c'est une parenthèse pour dire que parfois, ça peut aider en contrefaçon d'avoir des petites additions à des créations plus larges. Quoi qu'il en soit, si je reviens en fait à ce que j'évoquais, on a donc des décisions en 2012 en Espagne, par exemple, qui partent sur une toute petite partie en fait, d'un contenu ou devant la Cour de justice qui porte sur 2 secondes d'une chanson produite créée par le groupe Kraftwerk. Le contentieux est aujourd'hui en train de s'arc-bouter ou de se concentrer sur des petites choses. Et peut-être aussi que le fait qu'on évolue dans un monde numérique où on peut tout identifier, où chaque unité d'information peut être tracée, va aussi contribuer à amplifier le contentieux sur le petit. Et là, à cet égard, on ne peut qu'évoquer le fait que les lois récentes en matière de droit d'auteur sont venues justement réglementer ou créer une protection spécifique qui évoque justement le tout petit. Exemple, la première version du droit voisin pour les éditeurs de presse
en Allemagne évoque en fait les mots individuels ou les tout petits extraits de texte. Une loi identique en Espagne, alors cette loi allemande n'existe plus, elle a été invalidée par la Cour de justice. La loi espagnole a été remplacée par la transcription de l'article 15, en fait, qui est ici, mais disait aussi, en fait, voilà, on ne peut pas utiliser les contenus de presse sauf les fragments non significatifs. Et puis, on a l'article 15 qui crée un droit voisin pour les éditeurs de presse, droit voisin dont la limite est justement les très courts extraits. Alors, ça fait des années qu'on a la notion de court extrait dans le droit de citation en France et en Europe, mais on ne sait toujours pas ce qui est court. Mais là, en fait, on a quelque chose qui est très court, donc c'est encore plus vague, et qui va faire l'objet d'années de contentieux dans la décennie qui vient. Pour les jeunes professionnels qui sont ici, vous allez travailler sur ces questions toutes petites, mais grandes en importance. Le petit, c'est aussi, par exemple, quand l'article 17 de la même directive, celui qui crée une obligation pour les plateformes, pour certaines plateformes, de prendre des licences sur les contenus généralement utilisés par leurs utilisateurs, impose aussi, ou en tout cas recommande la mise en place d'outils de reconnaissance des contenus. Et les outils de reconnaissance de contenu sont devenus finalement le pilier de l'application de ce texte. Et les outils de reconnaissance de contenu, si on prend en fait Content ID, développé par YouTube, ils ont une capacité qui est limitée. Ici, en fait, on a par exemple le fait que on dit que la technologie ne permet pas d'être extrêmement fine en matière de traçage ou de reconnaissance de contenu. On ne peut pas tracer ou filtrer un extrait très court qui comporterait moins de 10 secondes. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire finalement que en dessous de 10 secondes, on est sûr de passer sous les radars et peut-être aussi de pouvoir librement, par exemple, s'exprimer. Au-dessus de 10 secondes, on risque en fait d'être attrapé par des outils de reconnaissance de contenu dont on sait qu'ils peuvent créer des faux positifs, dont on sait qu'ils ne sont pas toujours fiables. Et donc, ça permet aussi de se dire que dans l'univers dans lequel s'appliquent les règles de droit d'auteur, l'univers technologique, la limite technologique, justement le fait qu'un segment puisse être reconnu ou pas, va aussi déterminer où le droit s'applique et où, au contraire, en fait, il ne trouve pas à s'appliquer. Cet article 17 a aussi été critiqué pour ne s'intéresser qu'aux grands ayants droit, les créateurs, les producteurs de musique, les producteurs de films, ce sont eux qui ont fait du lobbying pour le texte. Est-ce qu'on a entendu la société civile dans ce qui touchait à la définition en fait, de ce qui devait être le nouveau cadre de l'utilisation des œuvres en ligne? Oui, on a entendu un peu les petits acteurs, pas certains. Mais donc, en fait, se pose cette question-là. En fait, c'est d'ailleurs que si je passe de l'objet protégé en droit d'auteur, le petit objet, au petit créateur, tout à l'heure, j'évoquais le terme court dont on ne sait pas exactement ce qu'il veut dire, le droit de citation, quelle est son étendue. Nous, juristes spécialisés, nous ne savons pas comment un petit créateur, un YouTuber, par exemple, peut-il le savoir? Quelle peut être sa compréhension du droit? Si on reprend la directive de 2001 qui pose les exceptions en matière de droit d'auteur, dans l'exception de citation, elle prévoit 20 exceptions optionnelles pour l'ensemble des États membres. Et 20 exceptions optionnelles, ça fait jusqu'à 1 million de possibilités, en fait, selon la façon dont les États en fait, vont choisir d'implémenter l'une ou l'autre. Et quand on multiplie par l'ensemble des États membres, on a en fait beaucoup de possibilités. J'avais fait faire il y a quelques années par une stagiaire un tableau qui permettait de comprendre quelles exceptions s'appliquaient où en Europe, et c'était purement et simplement illisible. C'est pas beaucoup plus clair en fait quand on regarde la vision de l'Europe à l'époque. Bref, c'est difficile de s'y retrouver quand on a un petit créateur, savoir en fait ce que l'on peut utiliser ou pas. Dans cette étude dirigée par le directeur précédent du CEPI, Christophe Geiger, l'Institut européen de la propriété intellectuelle avait demandé en fait de répondre aux 15 questions que se pose tout un chacun sur le droit d'auteur. Et l'étude fait 100 pages et son avant-propos, c'est en fait, c'est un peu compliqué de donner une réponse claire aux questions que vous posez, qui sont les questions de tous les jours. Et donc, si on a du mal à répondre à ces questions-là, ça veut dire aussi qu'on a du mal à poser des limites claires sur la façon dont on peut utiliser des œuvres en ligne,
quand on est utilisateur ou quand on est petit créateur. Cette autre graphique fait, lui, par des chercheurs de l'IVIR, Institut de recherche cousin du CEPI, basé aux Pays-Bas, lui cherchait à expliquer quand est-ce qu'une œuvre tombe dans le domaine public. Et ça, c'est pour le droit français. Hein. Donc, ça dépend des situations. Et donc, là aussi, c'est illisible. En fait. Donc, c'est juste pour dire que quand le droit d'auteur est fait pour des gros acteurs qui ont les moyens d'avoir des juristes qui peuvent comprendre le droit, on peut éventuellement manœuvrer, comprendre ces règles. Quand on est un petit acteur, on ne sait pas forcément. Et donc, ici, ça me permet aussi de dire pourquoi j'ai choisi le terme, en fait, petit, dans le cadre de cette conférence sur les big names and big ideas. C'est que aux États-Unis, par exemple, pour parler du monde des studios de cinéma, de la musique, on parle de big content. De la même façon qu'on parle de big tech ou big pharma, on parle de big content, et que les règles sont faites parce qu'eux ont les moyens de s'exprimer, en fait, de faire du lobbying, mais elles sont aussi faites en considération des revenus ou du chiffre d'affaires qu'ils peuvent générer. Et souvent, on oublie que le droit d'auteur, ce n'est pas juste en fait, un droit qui est fait pour les gros producteurs, les gros studios et les gros éditeurs. C'est un droit qui s'applique à tous et plus encore dans un monde dans lequel tout à chacun peut être un créateur. Avec un blog, avec un appareil photo sur votre téléphone ou la caméra sur ce même téléphone, vous pouvez très facilement aujourd'hui créer, mettre en ligne et vous êtes aussi un créateur du type de la sous-fraction en fait, que produisent les acteurs en question. Et donc, en fait, si on résume ce que je cherche à dire ici, c'est que pendant longtemps, les règles de droit d'auteur ont été faites pour Disney, ont été faites pour une souris, en fait, ont été faites alors qu'aujourd'hui, c'est les chats dont on s'occupe. C'est les GIFs, en fait. C'est les chats sur un skateboard qui font l'objet de memes ou qui font l'objet de vidéos. Et que le droit a surtout été pensé pour un petit nombre d'acteurs qui avaient les moyens de se faire entendre, qui avaient les moyens de produire et autres. Et aujourd'hui, le droit est en train en fait, de s'étendre, le droit d'auteur est en train de s'adresser à la long trend, la long tail en fait, de l'ensemble des créateurs qui font de la fanfiction, qui écrivent sur les forums, qui écrivent sur Substack, sur Medium, qui publient sur YouTube, sur Pinterest et autres. Et c'est aussi en fait de ça dont je voulais parler, c'est se dire que plus on avance dans le temps et plus en fait le spectre des sujets auxquels s'adresse le droit d'auteur est en train de s'élargir et la frange la plus large est celle des petits auteurs. Bref, si on fait le résumé de ce que je voulais dire ce soir, qu'est-ce qu'on peut faire? L'illustre Michel Vivant, directeur de thèse de Franck Maîtrez, ici présent, a publié, peut-être avec ton concours, d'ailleurs tu écrit là-dedans, je suis sûr, hein, les grands arrêts de la propriété intellectuelle. Pardon? C'est la première édition. Oh, c'est celle qui est sur Amazon ou sur eBay, je ne sais pas où est-ce que je vais prendre l'image. Les grands arrêts. On n'a pas besoin que des grands arrêts. Il faut aussi que nous, on ait les petites décisions. Et je suis très content. Tout à l'heure, je parlais d'une décision inédite. C'est bien aussi qu'Internet ait pu nous permettre d'avoir accès à des décisions moins connues où on voit en fait d'autres choses. Et il faudrait aussi, idéalement, pourquoi pas, un recueil de l'ensemble des lettres recommandées, de l'ensemble des mails qui ont envoyé aux titulaires de nom de domaine dont je parlais tout à l'heure, qui permettrait de documenter, de comprendre au mieux l'étendue des sur-revendications, de revendications excessives faites par les titulaires de droit. Donc, on a besoin de ça, en fait. Nous, je pense, en fait, les scientifiques, les juristes, de penser, en fait, que le droit, il n'est pas seulement contenu dans les traités les plus importants. La pratique permet de montrer qu'on va beaucoup plus loin. L'initiative qui s'appelle Lumen, c'est une initiative académique qui recueille les demandes de retrait de contenu faites auprès des plateformes. Et ces demandes de retrait permettent de voir que très souvent, des titulaires de droits d'auteur vont au-delà du droit en fait, qu'ils détiennent et demandent des retraits qui peuvent, par exemple, porter atteinte à la liberté d'expression. Donc voilà, ça c'est une première chose, en fait, se dire qu'aujourd'hui, on a l'opportunité tous de pouvoir s'intéresser au spectre large des phénomènes de propriété intellectuelle et pas seulement en fait, s'intéresser aux traités, aussi bons soient-ils.
Deuxième chose, en fait, qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi? Pourquoi pas, en fait, se dire, tiens, on devrait créer, en fait, des moyens, des cliniques du droit qui seraient gratuites ou pro bono pour aider, justement, les personnes qui sont visées par ces surrevendications. Pourquoi pas aussi, et ça sera revenu CEPI, éduquer les juristes propriété intellectuelle à avoir un peu de mesure. Et puis, autre chose encore, pareil, je parlais tout à l'heure du dialogue constant entre mon équipe et moi, en fait, et notre culture juridique différente. Aux États-Unis, il est possible d'intervenir dans des affaires auxquelles on n'est pas parti, de faire des amicus curiae, et de dire attention, cette affaire, elle est importante pour les consommateurs, c'est-à-dire importante pour telle catégorie d'intérêt. C'est un tout petit peu possible en matière de droit des marques à certaines conditions devant le tribunal de première instance de l'Union européenne, mais il faudrait pouvoir élargir ça, en fait, avoir d'autres voies dans les débats judiciaires quand ils existent. Troisième chose, cette aide, elle pourrait aussi, pourquoi pas, venir des plateformes, le lieu où aujourd'hui, en fait, la création se tient, se fait. Moi, je suis très fier de travailler pour une société qui a mis en place un programme d'aide aux créateurs sur YouTube qui sont attaqués aux marges du fair use. Et donc, en fait, il y a un programme de soutien judiciaire. Ce programme a été repris, par exemple, par Substack, et j'espère qu'il y en aura d'autres. Et voilà, en fait, on peut imaginer en fait, de renverser ou de modifier l'équilibre qui n'est pas toujours parfait entre les gros acteurs et les petits. C'est la dernière fois que j'utilise le terme petit, et maintenant, je vous dis un grand merci. Merci beaucoup, Cédric. Alors, dans ma présentation, je me doutais bien que ce qui se cachait derrière ce titre n'était absolument pas ce qui allait se passer et ce que j'imaginais. Je vois un message de Pierre-Emmanuel Moïse. Je sais qu'il est souffrant, mais qui dit « Je dois vous quitter ». C'était il y a quelques minutes. Alors, je pense qu'il est déjà parti, mais à distance. Salut Pierre-Emmanuel. Je regrette parce que Pierre-Emmanuel, il a toujours des réflexions passionnantes et qui nourrissent toujours la discussion. Et donc, on a un temps de discussion maintenant. Peut-être on va arrêter le partage d'écran. Voilà, super. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ou dans la salle virtuelle, on va dire? Je peux commencer, mais Des petites questions. Stéphanie? Moi, avant de poser des questions, merci beaucoup. Je savais, Cédric, merci pour cette présentation. Et puis surtout, je fais une remarque parce que ça fait des années qu'avec une collègue, je lui dis que je vais écrire un ouvrage sur les petits arrêts. Et donc, je suis très, très heureuse. Et au CEPI, avec une des assistants chercheurs qui est Covid aussi, donc elle est avec nous en ligne. Et je veux parler de Chloé Piédois. Je voudrais mettre en place une clinique du droit adossée au CEPI. Et lors de la dernière conférence qu'on a donnée pour les jeunes chercheurs, je ne suis pas très jeune, mais les jeunes enseignants-chercheurs à Lille, je l'évoquais parce que ça se pratique. Il y en a plusieurs en France. Il y en a qui sont spécialisés en propriété intellectuelle. Et Pierre-Emmanuel en est aussi bien conscient puisque le mouvement il s'est développé aux États-Unis, au Canada, avant de venir en France. Donc ça, c'est les projets. Après, ce n'est pas forcément une question, mais une invitation. Tu disais au début de ton intervention que tu reviendrais sur les très courts extraits droit voisin de la presse. Les étudiants qui sont dans l'amphi ont eu un cours avec Patrick Taforo sur le droit voisin des éditeurs de presse. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu voulais ajouter un élément, les très courts extraits, les snippets?
Non, c'était une remarque, merci. Alors oui, les petits arrêts, les petits jugements, les lettres recommandées, tout ça en fait. Il faut un casebook en fait qui recueille tout ça. Donc, ouais, donc merci en fait pour cette initiative. Sur la question des droits voisins, c'était plutôt une façon de dire que alors qu'historiquement, le droit de la propriété intellectuelle en fait, n'évoque pas le terme petit ou court, en fait, alors, 3 ou 4 ajouts en quelques années, ce n'est pas forcément une tendance, mais en tout cas, on voit en fait un intérêt pour réglementer de plus en plus en fait, ce qui est petit. Alors, soit en fait, pour l'inclure, soit pour l'exclure. Mais donc, c'était plutôt une façon de montrer une tendance ou une direction sans forcément commenter en fait, sur ce que ça veut dire court, très court. Là-dessus, en fait, on a eu quelques décisions de justice en Allemagne qui cherchaient à comprendre la chose. Ce qu'on a surtout vu, c'est que quand le texte est sorti en Allemagne en 2013, il y a eu, donc ce texte cherchait à réglementer les agrégateurs de presse. Il y en a un qui a attaqué en fait le concept même en fait du texte en disant c'est une réglementation des intermédiaires qui aurait dû être notifiée à la commission et donc en fait le droit d'auteur n'est pas un bon véhicule pour cela. Cet acteur, Google en l'occurrence, en fait, a mené l'action jusque dans la Cour de justice. Pendant ce temps-là, d'autres petits agrégateurs, eux, ont mis la clé sous la porte. Il y a eu un ensemble de petits agrégateurs qui existaient en Allemagne qui disaient « nous, on ne comprend pas le texte, on n'est pas sûr, il y a des risques, on ne veut pas prendre le risque de continuer, on s'arrête ». Il y a eu un agrégateur, par exemple, d'historiens qui s'est arrêté. Et quelques autres exemples comme cela. Donc, c'est plutôt ça, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on ajoute une incertitude, en utilisant ou non le terme petit, en fait, ça a un effet aussi sur les petits. C'est plutôt de ça dont j'ai envie de parler que l'utilisation même du terme court ou très court qui ne sera pas résolue pendant les 10 ou 15 prochaines années, je pense. CF, l'arrêt Infopac, en fait, qui dit que 11 mots peuvent être protégés, mais sans forcément aller plus loin. En fait. Donc, voilà, on ne risque pas d'avoir une réponse claire sur la notion de court ou très court, on risque simplement d'avoir beaucoup de contentieux liés à la réglementation du court. C'est plutôt ça que je voulais dire. Merci. D'autres questions? On dit toujours c'est la première question qui est la plus difficile. Ensuite, les langues se délient. Pas une question derrière toi. Hein. Ouais. Je suis habitué. Alors, c'est du karaoké maintenant. Hein. Franck va chanter les questions. Vincent Rémy, je suis très heureux que Vincent nous ait rejoint. Il est basé à Hong Kong, donc je pense qu'il est toujours à Hong Kong. Donc là, on a un décalage horaire entre McGill et Hong Kong, c'est le grand écart. Vincent Rémy qui nous dit merci beaucoup tout d'abord. Lorsque j'ai commencé en brevet, mes patrons m'ont expliqué avec une certaine fierté que ce domaine est un des rares domaines du droit où l'équilibre entre grand et petit est préservé. Il me semble que c'est toujours assez vrai, toute proportion gardée. On connaît cependant certains abus, mais pas aussi flagrants que dans vos exemples. À votre avis, pourquoi le droit des brevets évite-t-il ces dérives? Merci pour la question et ça me rappelle que dans mon disclaimer du début, en fait, j'aurais dû bien préciser que je ne parlerai que de mon domaine, marque et droit d'auteur. J'ai rappelé rapidement mon passé académique. Quand j'enseignais la propriété intellectuelle, je n'enseignais pas les brevets, je laissais ça à des spécialistes que je n'ai jamais vraiment compris. Et donc, j'ai toujours été en fait je me suis toujours intéressé à ce qu'on appelle la soft IP et pas au hard IP. Et donc, je ne peux pas dire si c'est la même chose en brevet ou pas. Et j'ai l'heure de croire que ce que dit Vincent est vrai. En fait, en tout cas, je fais confiance à son propos plutôt qu'au mien en matière de brevet. Je ne suis pas spécialiste. Alors, Vincent Rémy, c'est un spécialiste et un praticien qui a une expérience certaine. Moi, je relativiserai un petit peu son propos quand même, parce que à une époque, on avait quand même le paradigme, c'était l'inventeur avec un brevet, qui
pouvaient s'opposer aux grands. Aujourd'hui, le paradigme, c'est le portefeuille de brevet. Le brevet, ça coûte. Donc, bon, effectivement, on peut se défendre, on peut attaquer, on peut se défendre avec un brevet, mais si on est face à quelqu'un qui a 22 000 brevets, bon, est-ce que la défense est effective? Bon, je ne suis pas certain. En tout cas, bon, un brevet fort vaut mieux que 20 brevets faibles. C'est peut-être ça que Vincent veut mettre en avant. J'imagine. Vous pouvez réagir, Vincent, y compris oralement. Oui, donc voilà. Avec le décalage horaire, il ne veut pas réagir en direct depuis son lit. À Hong Kong, je ne sais pas. Ah non, il n'est pas depuis Hong Kong, mais voilà. Alors le BA2, l'Omicron BA2 nous cerne vraiment. Donc Vincent Rémy s'ajoute à la liste. Et on est dans. On nous dit que ce n'est pas une vague, mais bref. Donc tous mes étudiants qui maintenant portent le masque, alors que le gouvernement ne les oblige pas à le faire, et moi non plus, je n'ai pas le droit, ce n'est pas de ma compétence. Vous n'avez pas de questions dans la salle? Je n'ai pas été trop technique, justement, pour ne pas vous perdre. Vous faites tout petit. Moi j'aurais une question sur l'idée de départ, qui est de dire on a un nouvel objet sur lequel on plaque des concepts préexistants. Bon, je suis très sensible à la réflexion. Je ne suis absolument pas spécialiste en marque. J'ai un peu étudié les questions de mon domaine à l'époque, surtout, mais, parce que c'était un petit bout de ma thèse. Mais moi, j'ai quand même le sentiment que, justement, je vais peut-être prendre le contre-pied, mais c'est important d'avoir des grands principes. Et que alors, plaquer, on va dire bêtement, de dire à Milka qu'elle n'avait pas le droit de s'appeler Milka, très bien, mais on a des concepts en droit des marques qui sont celui du risque de confusion. Et là, j'ai l'impression que dans beaucoup d'exemples qui étaient donnés, c'était une mauvaise application de principes, donc une application déraisonnée de principes qui sont préexistants, qui pouvaient tout à fait s'appliquer de manière flexible, en disant Milka, il n'y a pas de risque de confusion et tout va très bien. Donc finalement, est-ce que c'est pas tous ces petits cas ne doivent pas être, surtout à l'heure actuelle, où je trouve qu'on a besoin de principes. L'idée, c'est pas de dire le droit des marques, en fait, aurait dû être modifié pour protéger les noms de domaine, pas du tout. C'est simplement de dire qu'il y a eu des vagues, tu parlais de vagues dans tes remarques à propos d'un autre sujet, vague virale. La vague qui a enseveli les noms de domaine, c'était celle du cybersquatting. C'était celle des enregistrements frauduleux de marques qui ont entraîné les noms de domaine devant les juridictions et devant des juges qui ont vu en fait la fraude et qui ont été habitués à avoir des abus. Et ce qui fait qu'après, je pense que ça a aussi façonné la façon de dire « Ah, c'est un contentieux marque nom de domaine, donc celui qui a nom de domaine, il est certainement contrefacteur ou il a créé un faux site pour se défendre. » Donc il y a des milliers, et littéralement des milliers de décisions qui ont été rendues et qui sont justes pour dire là, en fait, il y a un abus, il y a une fraude, il y a un cybersquatting, en fait. Donc, des décisions de rendues soit en France, soit à l'étranger, soit en fait sous le format des décisions arbitrales, en fait, en application de règles IRP. C'est plutôt de dire que dans ce flot-là ont été ensevelies en fait d'autres affaires du type de celles que j'ai isolées, qui mériteraient de dire attention, là, en fait, il aurait fallu s'arrêter, il aurait fallu en fait revenir là-dessus. Elles ont été ensevelies et si on n'y prête pas attention, on emporte les grands principes qui sont les autres grands principes, le droit ou non. Par exemple, le droit à pouvoir s'appeler du nom, en fait, du signe distinctif qu'on utilise déjà, par exemple. Donc, c'est plutôt ça dont je voulais parler et aussi dire qu'au final, ce sont des bons exemples pour parler en fait, de la question des coûts, les coûts de transaction en matière de propriété intellectuelle. Quand on a les coûts pour agir, pour envoyer des lettres recommandées, tout à l'heure, je parlais en fait, d'Apple qui envoie des courriers de 150 à 250 pages en fait, ficheurs de marque. Voilà, en fait, celui qui le reçoit n'a pas forcément le moyen de comprendre, de réagir, et du coup va laisser tomber
une demande d'enregistrement qui pourtant était légitime. Donc ces principes-là méritent aussi en fait d'être ramenés dans la balance. Ce n'est pas les principes au départ que je critique, simplement dire que quand il y a un excès de revendication, il faut aussi en parler. Et c'était en fait, parce que tu as bien dit en fait, que j'avais carte blanche, c'était de ça dont je voulais parler aujourd'hui. D'accord. Ouais. Bon, j'ai le sentiment que c'est le mouvement du droit qui est fait par vague, par à-coup, il y a une dynamique, et effectivement, c'est bien d'être, c'est important d'être en capacité de prendre du recul et de se dire, bon, ok, il y a eu 1000 cas, il y a eu monsieur machin, monsieur Nissan, mais que quand même, globalement, bon, il y a des injustices, mais que globalement, on a un système juridique qui sait évoluer, qui sait prendre en compte les spécificités, même si, au coup par coup, et c'est une bonne chose. Moi, j'aime bien, j'adhère totalement aux conclusions, au rôle que nous, on a comme universitaires, enfin comme universitaires ou comme enseignants, sachant quel qu'il soit, chacun à son niveau, d'enseigner ces droits de propriété intellectuelle qui sont assez méconnus. Moi, je suis toujours étonné que ce soit à ce point méconnu, et qu'on n'ait pas l'oreille de la part de décideurs politiques, de la part voilà, ou même des magistrats, ou qu'on a un système qui soit fait avec des décisions non publiées. On en parlait il n'y a pas longtemps avec Stéphanie. Bon, la Cour de cassation, il y a des arrêts publiés, des arrêts non publiés. La future juridiction unifiée des brevets, c'est une remarque qui a été faite il n'y a pas longtemps, parce qu'on faisait ici, enfin dans un amphi à côté, une formation avec un responsable de cette future juridiction, qui disait les décisions, on ne publiera que les décisions importantes. Alors bon, c'est des gens d'une juridiction internationale, on se dit que toutes les décisions sont importantes, et puis surtout, bon là, vous avez une décision inédite, vous avez le numéro de RG, vous écrivez au greffe et vous récupérez la décision. Là, il faut faire une demande motivée. Bon, on verra si les règles évoluent. Je pense qu'elles vont évoluer dans le sens de la transparence, mais c'est important pour la compréhension, de pouvoir expliquer la propriété intellectuelle, il faut être capable de la comprendre. Et si nous, ça a été dit, si nous, spécialistes, on n'est pas capable de dire, si Christophe Geiger n'est pas capable d'expliquer, de faire une question fréquemment posée aux consommateurs, et commence par dire, en fait, tout ce que je vous dis, je ne suis même pas sûr que nous, spécialistes, on n'est pas sûr d'en connaître le sens exact. C'est effectivement une difficulté sérieuse. J'ai vu que Stéphanie avait rallumé sa caméra. Oui, c'est quand je veux parler. Et oui, j'ai compris. Non, je voulais ajouter une remarque parce que je pense qu'effectivement, il y a des abus et ça fait partie de notre rôle en tant qu'enseignante d'attirer l'attention des étudiants sur cette réalité. Et je crois que je le fais, mais pour le coup, ce n'est pas forcément des grosses sociétés qui abusent, même si je peux parler avec les étudiants des affaires qui ont eu cours quand le téléchargement dit illégal s'est développé et qu'on a ciblé un certain nombre d'utilisateurs finaux, parmi lesquels un retraité, un étudiant, etc. Mais quand on regarde l'affaire Painter, par exemple, c'est un photographe qui réalise des photos dans une école. Quand on regarde l'affaire Renkoff, c'est quand même un petit créateur qui s'attaque à un enfant qui a fait un exposé. Et quand on regarde des affaires comme Clasen, Malka ou la place des terreaux, c'est à chaque fois un créateur. Donc effectivement, il y a des abus. Je crois que le droit a aussi des outils pour répondre à ces abus. Le droit d'auteur, y compris le droit moral, sont susceptibles d'être abusifs et sanctionnés en tant que tels, comme les positions dominantes peuvent donner lieu à des abus qui seront sanctionnés le cas échéant. Donc, il me semble que la mauvaise pratique ou les abus
des droits de propriété qu'on a choisi en France de reconnaître ne sont pas toujours ceux des gros, mais ça peut être aussi des petits. Oui, alors pour Renkov, j'ai failli le mettre. J'ai cherché dans les faits de la Renkov la taille de la photo en question, mais je ne l'ai pas trouvé. Du coup, je ne l'ai pas mis. Le nombre de pixels, mais je ne l'ai pas trouvé. Renkov est quand même quelqu'un dont l'activité consiste à prendre des photos de monuments célèbres ou d'endroits célèbres, les mettre en ligne de manière en fait librement accessible pour ensuite en fait demander des paiements de droits à ceux qui les réutilisent. Donc c'est ce qu'on appelle en fait un copyright tool. Donc bon, finalement je l'ai pas mis dedans. Pour revenir à ça, en fait, les abus, effectivement, ils sont pas seulement c'est vrai que j'ai utilisé en fait des cas de gros acteurs, Warner Bros, Apple ou autres, en fait, ou Nissan, qui sont à l'origine d'une surrevendication. Pourquoi cela? Parce que ils ont aussi fait l'objet de protestations. En fait, il y a eu soit des activistes, soit en fait les médias qui se sont emparés de l'histoire parce que c'est toujours juteux, hein, cette histoire du pot de terre contre le pot de fer. Et donc c'est aussi comme ça qu'ils sont connus. Donc pour un cas connu parce qu'il est défendu en justice par une clinique, par un groupe spécialisé ou parce qu'un journaliste en parle, combien ne le sont pas et combien effectivement sont le fait de petits acteurs. Encore une fois, en fait, il manque de données pour vérifier en fait si mon propos est effectivement généralisable ou pas en fait. Et quand je disais en fait, la propriété intellectuelle a aussi besoin de données empiriques, d'études empiriques, c'est aussi ça en fait dont je voulais parler. Et donc en fait c'est une modeste invitation aussi en fait à encourager le CEPI à aller plus en fait dans les données. Et j'ai un spécialiste du big data devant moi, donc je le regarde avec attention en disant ça. Y compris les données en propriété intellectuelle, ça fait partie des brevets effectifs du CEPI. Très bien. Mais peut-être d'abord plus sur les brevets, donc tu seras moins intéressant. Non, mais nous, par exemple, en fait, on avait confié, donc Google avait confié à des chercheurs 6 mois l'équivalent de 6 mois de requêtes, de notifications en droit d'auteur destinées à retirer des contenus des plateformes Google. Les chercheurs ont regardé une par une si elles étaient valables ou pas, et ils ont conclu qu'on avait fait des erreurs dans 16 à 25% des cas. Et donc là aussi, en fait, ça montrait qu'il y avait des moments où nous, on a pris une décision de retrait qui pourtant, en fait, n'aurait pas dû être prise parce qu'il y avait des intérêts en balance, en fait, qui ne justifiaient pas de ce retrait. Nous, en fait, on voit aussi régulièrement des demandes abusives. Et c'est vrai qu'ils sont pas, en fait, elles sont pas le fait de gros acteurs, mais en fait, d'un petit commerçant qui cherche à faire retirer le site d'un de ses concurrents en utilisant le truchement du droit des marques ou le droit d'auteur. Ce sont des pratiques abusives qu'on voit aussi. Et donc, c'est aussi, comme je disais tout à l'heure, que ça a informé ma pratique ou ça m'a appris des choses. Voilà, on voit aussi en fait que le droit, la propriété intellectuelle appliquée en ligne a des effets de bord importants, d'où aussi en fait la réflexion que je commence ce soir en fait avec vous tous. Très bien. D'autres questions, remarques? Récrimination? Tomate pourrie? Ben non, c'est presque décevant qu'il n'y ait pas de tomate pourrie. Bon, merci beaucoup Cédric pour être venu et pour nous avoir fait part de ces réflexions qui sont effectivement sans doute... Ah, Stéphanie veut parler ou veut... Non, c'est pour saluer. Je suis déjà là, je suis très embêtée. Alors, non, juste un mot par rapport aux demandes de retrait abusives. Moi, j'ai fait travailler une étudiante sur quelle responsabilité des plateformes pour les retraits injustifiés. Peut-être qu'on aura quand même des réponses incessamment ou pas avec l'adoption du DSA. On a un encadrement qui évolue là-dessus, sur tout ce qui est dénonciation ou retrait abusif. À voir, à suivre.
Alors là, il y a des études aux États-Unis qui montrent que aux États-Unis où il y a le DMCA permet la contre-notification, permet à un utilisateur de dire attention, là, en fait, je ne pense pas qu'il y a une violation de droit d'auteur et je vous demande de remettre en ligne. On se rend compte que il y a des études qui montrent que pour une contre-notification, il y en a des centaines qui ne sont pas formulées. Parce que celui qui reçoit la demande ne la comprend pas, ou c'est pas en fait qui fait faire une contre-notification, ne comprend pas ce que ça veut dire une contre-notification, ou ne va pas prendre en fait le risque, ou est inquiété, ou impressionné. Et donc, il y a toujours en fait cette question de, c'est pas juste une histoire de coût de transaction, c'est aussi une question de compréhension en fait des règles qui s'appliquent. Donc là aussi, en fait, il y a tout un pan à explorer, alors qui est exploré un peu en droit américain, qui n'est pas encore assez à mon goût, en fait, mais peut-être effectivement avec le DSA, on va avoir plus d'études là-dessus, et je demande que ça. Parfait, merci beaucoup Cédric, merci à toutes et tous pour votre présence en présentiel ou à distance, en direct ou en différé. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans notre cycle Big Names, Big Ideas avec l'Université McGill. Merci à bientôt. Au revoir.